Eh bien, bonsoir à tous. Voici notre dernier rendez-vous de l'année sur le thème « L'éducation passerelle pour le futur ». Le mois dernier, nous avons travaillé sur la continuité de vie, continuité de conscience, une éducation extrêmement importante parce que dans un monde dans lequel on a tendance à tout séparer, à morceler les choses, donc travailler sur cette continuité de vie et cette continuité de conscience est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental. Et aujourd'hui, nous allons voir donc la deuxième partie, puisque la fois dernière, nous avons surtout insisté sur l'aspect la vie après la mort. Maintenant, nous allons donc parler beaucoup plus du problème de la renaissance. Donc, deuxième partie de cette continuité de vie, continuité de conscience. Simplement, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas vu, un petit rappel rapide. Nous avons resitué tout ce processus sur lequel nous allons continuer de travailler sur un schéma. Le schéma à 4 temps, qui est identique au schéma que l'on trouve par rapport à la respiration, lorsqu'on imagine une flèche qui monte comme ça vers le haut pour l'inspire, une flèche horizontale en haut pour l'apnée haute, une flèche qui descend pour l'expire et une flèche en bas pour l'apnée basse, donc c'est le poumon vide. Donc ça, c'est le schéma classique de la respiration avec ses 4 temps, mais nous avons vu aussi que c'est le schéma d'énormément de choses, y compris des moteurs à 4 temps, c'est exactement le même principe que les cycles des saisons, ou bien les cycles lunaires, ou bien tout simplement, comme nous l'avions vu, le cycle de l'eau, avec le processus donc de l'eau qui coule, ici avec la flèche du bas. Le moment de la flèche du monde, c'est l'évaporation, avec là-haut les nuages qui circulent et qui reviennent, et puis il pleut, et ça recommence, donc c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau bien connu. Et c'est sur ce cycle que nous avions calé l'histoire donc que nous avons étudiée sur la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Donc nous avions vu que la flèche d'en bas représentait la vie, le long fleuve tranquille que représente notre existence, tout à fait en bas, et que là, dans le virage, eh bien, c'est ce qu'on appelait la mort. La mort occupait juste un petit peu le virage, et là, on a vu qu'on s'évaporait, comme l'eau, et donc c'est ce qu'on appelait la mort, tout simplement avec 2 processus qui étaient importants. Le processus de restitution, puisqu'on restitue notre corps physique donc à la Terre, on restitue notre corps d'énergie au monde des énergies, et puis un processus d'élimination qui peut durer beaucoup de temps, puisqu'on doit éliminer notre corps émotionnel, puis notre corps mental, et c'est vrai que ça prend du temps selon l'importance qu'on leur a donnée pendant notre existence. Et puis s'ensuit donc une phase en haut, qui peut être extrêmement variable aussi selon le degré d'âme, qu'on appelle une phase d'absorption, une phase d'intégration, dans laquelle l'âme, débarrassée de ses corps, va rejoindre finalement une conscience de groupe, ou une conscience beaucoup plus abstraite, en rapport avec l'ensemble. C'est un moment très important parce que c'est un moment où d'un seul coup le futur apparaît. Ce qui est très important, c'est que dans le moment où on est dans l'élimination, après le moment de la mort, le passé nous apparaît, et le présent nous apparaît. On a vraiment ces 2 éléments. Et puis, en haut, d'un seul coup, comme on est relié directement en tant qu'âme, et que le futur est l'apanage de l'âme, eh bien, on perçoit aussi le futur. Ce qui va justement nous permettre de préparer la suite de l'histoire. On a déjà une petite idée de ce qui doit s'en suivre, de ce qui va venir, et maintenant donc va arriver le moment de la renaissance, le moment de redescendre pour poursuivre donc une nouvelle mission sur Terre et la mettre en œuvre. C'est extrêmement important d'arriver aussi à parler de la renaissance, non pas pour vous donner des détails techniques, c'est vrai que je vais quand même vous donner des détails techniques sur la façon dont ça se passe, mais ce n'est pas forcément ça l'important, c'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est important, c'est que éduquer à la renaissance, c'est vraiment éduquer au sens de l'humanité sur Terre. Qu'est-ce que nous faisons là? Ça a quel sens? Et vous allez voir à quel point, quand on prépare cette renaissance, c'est ça qui est important. C'est qu'on sent qu'à travers cette préparation, il y a tout un sens caché, ou un sens qu'on oublie, nous, en tant qu'humanité, et qui est là, et qui apparaît progressivement au fur et à mesure qu'on est donc dans cette préparation. Alors, essayons de voir justement en quoi ça consiste et qu'est-ce qui va se passer quand on va renaître. Eh bien, à un moment donné, lorsqu'on a fait toutes ces phases-là, alors pour des raisons diverses, parce que c'est le moment, parce qu'il y a une mission particulière, parce que les copains sont de retour aussi dans leur mission, parce que comme nous l'avons vu, nous faisons ça en groupe, nous ne faisons pas ça individuellement, ce n'est jamais une décision individuelle de l'âme, c'est par génération, c'est par ensemble. Donc quand le moment est venu, eh bien il va y avoir toute une préparation qui va s'opérer. Préparer à la mission. Ah, c'est quoi cette fameuse mission? Alors là, il n'y a que l'embarras du choix, tellement il y a de missions possibles. Par exemple, si je dessine cette courbe que vous connaissez bien, qui est la courbe d'involution et d'évolution, et qui symbolise toute l'histoire de l'être humain depuis son départ en tant qu'âme, donc sa première vie, il y a quelques millions d'années, eh bien,
on sait très bien qu'il y a tout un temps d'involution, c'est-à-dire un temps de construction qui aboutit ici en bas à l'affirmation du moi, de l'individualité, à partir de laquelle on remonte beaucoup plus en direction de l'âme, on devient cette âme et on arrive justement donc ici au but qu'on s'est fixé dès le départ. Eh bien, si on voit cette courbe-là, il est bien évident que les missions, elles vont extraordinairement être différentes selon le point où on se trouve sur la courbe. Si par exemple j'en suis ici en train de descendre, en train d'être là, eh bien toute âme à ce point-là n'a qu'une seule mission, c'est de dire il faut pour l'instant réussir à construire un outil, une personnalité. N'oublions pas que la personnalité, c'est l'outil indispensable de l'âme par rapport justement à l'engagement pour la Terre. Or, ce qui est fondamental, c'est que toutes ces missions ont un seul et même but, s'engager par rapport à la planète Terre, qui est justement le titre de la conférence de ce soir. Donc, pour pouvoir avoir cet engagement, il faut avoir les outils nécessaires. Donc, pendant des vies et des vies et des vies, peut-être des milliers de vies, j'en sais rien exactement, il y a vraiment toujours, maintenant il faut construire le corps physique, et puis construire le corps émotionnel, et puis affiner le corps émotionnel, développer le corps mental, affiner le corps mental, faire des synthèses de tous ces corps, réussir à construire progressivement une personnalité, une affirmation, un plan individuel, un individualisme, un égocentrisme. Donc vous voyez qu'il y a des missions dont le but, c'est véritablement d'arriver à développer l'égoïsme, c'est-à-dire le sens de l'ego, le sens du moi, qui est tellement important pour après. Donc ça fait partie de certaines missions. Et puis après, quand on arrive ici, donc au point de départ de l'évolution, quand on a vraiment affirmé ce moi et qu'on l'a mis à l'épreuve et qu'on est compétent et qu'on sait faire vraiment des tas de choses, maintenant la mission, l'âme dit maintenant il s'agit que ce moi soit au service de l'âme que je suis. C'est un outil fabuleux maintenant. Voilà, mais comme vous le savez, le problème c'est que ce moi il est tellement centré sur lui qu'il va y avoir tout un boulot. Donc première mission, décentrage. Alors oui, c'est pas facile parce que la mission d'avant c'était hyper centrage. T'es centré, d'accord, maintenant décentrage. Donc on peut comprendre que quelquefois ce ne soit pas facile et qu'il faille plusieurs vies pour mettre ça en place. Décentrage pour arriver à percevoir l'âme que l'on est fondamentalement. Et quand on commence à percevoir un petit peu cette âme, ok, quels sont les rapports qui peuvent se faire? Et au fur et à mesure qu'on évolue, les rapports s'accroissent. Et à chaque fois, donc, la mission est différente. Et puis quand on va arriver encore un petit peu plus haut, on devient ce qu'on appelle quelquefois quelqu'un qui est engagé, quelqu'un qui est disciple, qui sait parfaitement à quoi s'en tenir par rapport à ses missions. Et à ce moment-là, le but, c'est vraiment de s'établir vraiment en tant qu'âme, de se reconnaître en tant qu'âme, utilisant la personnalité, avec tout l'engagement qui est nécessaire suivant l'époque, suivant nos possibilités, suivant ce que nous sommes, et donc on va reparler tout à l'heure. Et puis enfin, si on est vraiment quelqu'un qui est plutôt vers le haut de la courbe, on est quelqu'un qui est parfaitement conscient des missions à accomplir par rapport à tel moment, donc dans l'évolution de la planète Terre, et qui va vraiment préparer une mission très particulière qu'il va vraiment mettre en place. Donc je vous donne ça, c'est extrêmement rapide, mais c'est pour vous montrer qu'il y a une infinité de missions, depuis celles qui sont simplement en rapport avec l'individu, sa construction, son élaboration en tant que moi, et puis toutes celles qui vont dans l'évolu. Mais toutes ont pour but l'engagement pour la Terre, y compris celles qui sont en rapport avec l'involution. Quelquefois, quand on voit les gens qui sont dans le matérialisme et dans l'égoïsme, on a parfois l'impression que c'est certainement pas la mission de leur âme. Ils sont certainement passés à côté. Ben non, pas forcément. Si vraiment ils n'ont pas encore de moi construit, la première des choses à faire, c'est de construire ce moi. Donc la mission de l'âme, c'est d'abord ça. Et il s'agit toujours de quelque chose qui est dans l'intérêt futur, donc de l'engagement par rapport à la planète Terre. Donc voilà, les missions sont extrêmement nombreuses. On ne va pas s'occuper de toutes, parce que vous voyez, on ne peut pas y arriver. On va s'occuper surtout de ce que nous, qui commençons à être conscients de ce processus de l'âme. Qu'est-ce qui se passe quand on prépare justement notre future mission? On va se situer donc délibérément dans la courbe d'évolution. Donc, par rapport à cette éducation pour le futur, on éduquera progressivement justement à cette préparation qui est assez précise. En effet, une fois que l'âme perçoit un petit peu quelquefois sa mission, puisqu'elle a une vision du futur, elle va préparer tout d'abord les rayons de ces différents corps. C'est-à-dire qu'elle va préparer les qualités de ces différents corps. C'est-à-dire que la personnalité dont je viens de vous parler, elle est qualifiée par un certain rayon. Le mental, l'émotionnel, le physique sont qualifiés aussi par un certain rayon. Et ces rayons peuvent changer à toutes les vies, comme ils peuvent être semblables si on a besoin de retravailler une certaine qualité. Ceux qui ne connaissent pas du tout les rayons, imaginez, ce sont simplement des qualités fondamentales qui qualifient chacun des corps ou qui qualifient la personnalité. Et naturellement, par rapport à une mission particulière, il faut des rayons particuliers.
Vous allez me dire, mais si c'est quelqu'un qui a besoin simplement de se construire, oh bah, s'il a besoin de se construire, c'est vrai qu'il faut qu'il essaye absolument tous les rayons, parce que chaque rayon, chaque qualité apporte quelque chose dans la construction du moi. Et donc, à chaque vie, il peut changer de rayon mental, de rayon émotionnel, parce que finalement, chacun amène un petit peu sa quote-part à l'ensemble. Par contre, si la mission est plus particulière, il sera important de dire, bah, ce sera peut-être plus intéressant d'avoir tel ensemble de rayons pour réussir donc la mission dans laquelle tu vas avoir. Donc, préparation des rayons. Ceci est important parce que ça nous montre que dès le départ, rien que par rapport à ça, l'âme prend un grand soin à nous doter, nous, personnalité, parce que les rayons, c'est pour nous. L'âme a aussi un rayon, mais il ne change pas. C'est la base que nous sommes. C'est le grand soin donc, qui est mis par l'âme dans cette élaboration des rayons pour nous apporter les meilleurs outils possibles par rapport à ce qu'on a à faire. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, il y a une recommandation qu'on appelle le contentement. Il faut développer le contentement. Qu'est-ce que c'est que ce contentement? Bon, c'est pas simplement être content de ce qui se passe, etc. Non, non, c'est réaliser que on a exactement les meilleurs outils possibles, imaginables, pour faire ce que l'on a à faire. Et donc, si on se plaint, si on se dit « Oh oui, mais moi j'aurais bien fait ça, mais j'ai pas les moyens. Non, mais puis j'aurais bien fait ça, oui, mais je peux pas. Non, mais si au moins j'avais un mental comme ça. Non, mais si j'avais une personnalité, c'est sûr que je serais comme ça, mais je peux pas. » Nous avons les meilleures qualités, les meilleurs rayons possibles pour faire ce qu'on a à faire. Mais il est bien évident que si quelqu'un qui a reçu des outils de charpentier tient à faire plombier, il va se plaindre qu'il n'a pas les bons outils. Ça, c'est sûr. Et souvent, vous voyez, c'est ce qui nous arrive, nous. On voudrait faire plombier alors que la mission est plutôt de l'ordre de charpenterie. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, on peut dire qu'on n'a pas les bons outils et qu'on n'est pas dans le contentement. Mais sinon, si on sent bien ce qui se passe et là où on va, c'est sûr qu'on a toujours les meilleurs outils pour pouvoir faire ça. Une fois que ça s'est élaboré, il y a un travail aussi qui est important, c'est de fixer certains paramètres astrologiques. Oh, pas l'ensemble du thème, parce que ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe et qui n'est pas forcément obligatoire dans la mesure où s'il fallait attendre les meilleurs auspices de toutes les planètes, etc., ça pourrait attendre longtemps. Non, mais il y a 3 éléments qui sont intéressants et qui sont des points de repère pour l'âme dans l'incarnation. Ces 3 points de repère, ce sont la Lune, le Soleil et l'ascendant. Ce sont vraiment les 3 points fondamentaux que l'on peut voir, même pour nous-mêmes, qui sont une indication tout à fait intéressante dans notre thème astrologique. Bon. Donc, dans notre thème astrologique, on a la Lune dans un signe, on a le Soleil dans un signe, généralement c'est ce qu'on appelle être de ce signe. Si vous êtes du Bélier, c'est vous êtes le Soleil en Bélier. Et puis l'ascendant, on l'a aussi dans un signe. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 éléments nous donnent une véritable dynamique de vie. D'où on vient et où on va. La Lune représente carrément ce qu'on appelle la prison de l'âme. La Lune représente ce qu'il nous faut tout d'abord, c'est une forme, c'est quelque chose qui est ancré en nous et dont il faut se débarrasser. C'est quelque chose qui nous maintient en arrière, quelque chose qui nous maintient dans le passé. C'est une problématique, ou au contraire quelque chose qu'on a remarquablement bien réussi dans une vie, mais on a tellement bien réussi qu'on est très content et qu'on n'a surtout pas envie d'évoluer et qu'on a envie d'y rester. Comme si on avait envie de rester chez nos parents, c'est très bien comme ça. Et donc la Lune représente, non, il faut absolument te débarrasser de ça, sinon tu n'avances pas. Donc la Lune, dans notre thème, représente toujours la première difficulté, la première chose dans laquelle on doit dire, ça, il faut vraiment éviter parce que ça a l'air d'être une facilité, je sais très bien le faire, j'ai beaucoup de facilité à faire ce que la Lune indique dans ce signe, ah oui, mais justement, il ne faut pas le faire. Parce que tu l'as trop fait ou c'est quelque chose qui représente donc une dynamique à aller vers l'avant. Le Soleil va représenter, comme on l'a vu la fois dernière, le signe dans lequel on est mort la fois dernière, puisque finalement il y a une continuité. Donc si vous êtes né dans le signe du Bélier, c'est que la vie d'avant, vous êtes mort dans le signe du Bélier. Donc on prend vraiment complètement la suite de là où on en était. Et ça représente donc toutes nos potentialités. Ça représente vraiment l'énergie fondamentale de notre personnalité, tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on va savoir faire, et qu'il faut développer. Et on a vraiment la capacité, un peu comme un germe, comme un bulbe, on a vraiment la capacité de développer complètement les capacités de ce type d'énergie et de pouvoir les emmener très loin, y compris même au niveau spirituel. Mais dans quel sens on va le faire? Dans le sens indiqué par l'ascendant. L'ascendant peut indiquer aussi un certain nombre d'autres choses, mais ésotériquement, le but fondamental de l'ascendant, c'est de nous indiquer quel est le but de l'âme pour cette incarnation. C'est vraiment de nous dire vers quel type d'énergie l'âme aimerait nous voir avancer. Qu'est-ce qu'elle aimerait nous voir utiliser comme énergie pour pouvoir aller
la rejoindre, pour être de plus en plus justement dans ce processus d'âme. Donc on voit très bien que nous avons ces trois éléments et qui représentent presque une dynamique de toute notre vie en résumé. Ça veut dire que vous avez le passé avec la Lune, vous avez le présent avec le Soleil et vous avez l'avenir avec l'ascendant. Et que toute notre vie doit suivre cette dynamique. On doit pouvoir sentir en nous combien on s'est sorti de la Lune. Quelquefois, c'est vrai que le plus gros se fait avant 30 ans, mais on a souvent de beaux restes. Et même quelquefois, quand les choses vont pas, on a une certaine tendance à retourner dans sa Lune parce que c'est une sécurité, ça on sait faire, ça c'est bien. Ouais. Bon, voilà, donc se sortir de la Lune, aller vers le Soleil, parce que ça c'est vraiment ce qu'on a actualisé pour viser de plus en plus l'aspect ascendant qui représente donc cette énergie. Voilà donc ce que l'âme va fixer également comme point parce que c'est un point de repère bon pour chacun d'entre nous et en même temps ce sont des énergies clés par rapport au travail qui est à réaliser. Et puis, à partir de là, donc une fois qu'on a la mission est faite, on a préparé les rayons, l'aspect astrologique est en place, maintenant, il va falloir véritablement construire les trois corps, mental, émotionnel et physique. Pour construire ces trois corps, il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé la fois dernière qu'on appelle les atomes permanents. Les atomes permanents, c'est une appellation un peu ésotérique. Maintenant, on dirait des puces. Maintenant, on dirait justement des petits microprocesseurs. Ce sont tout simplement des mémoires. Ce sont tout simplement des mémoires de nos différents corps de la vie précédente. En effet, on a trois atomes. Le premier garde la mémoire de la meilleure vibration qu'on ait eue dans la vie précédente au niveau physique. La deuxième garde la meilleure vibration qu'on ait eue au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Et la troisième, la meilleure vibration qu'on ait eue au niveau mental. Donc le top de ce qu'on a été à un moment donné dans chacun de ces trois corps, il est mémorisé. Et c'est à partir de cette mémoire que les trois nouveaux corps vont être construits. En effet, ces trois mémoires sont gardées dans l'âme, et l'âme, au moment de la préparation de la renaissance, eh bien, va larguer d'abord l'atome mental dans ce qu'on appelle le plan mental. Cet atome va y attirer la matière mentale, va attirer tout ce qui est nécessaire et construire le futur corps mental de la personne qui va naître. Même chose avec l'atome émotionnel, même chose au niveau physique éthérique. Et donc on peut dire qu'à un moment donné, tout est prêt. Le corps mental est prêt, le corps émotionnel est prêt, le corps éthérique est prêt. Et comme les rayons sont prêts également, eh bien, non seulement il y a les mémoires de ce qui s'était passé dans la vie dernière, donc c'est rassurant, il y a un effet cliquet. Au cas où vous vous demanderiez, est-ce que chaque vie, il faut tout recommencer ? Est-ce qu'on se souvient quand même un minimum de choses ? Alors des faits, pas du tout, mais par contre de l'état qu'on a atteint, oui. On est toujours dans cette vie-là, dans la vie présente, on est toujours le best-of de ce qu'on a été avant. Ouais. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'imaginent qu'à un moment donné, non mais moi j'ai été un scientifique dans une autre vie, ben voyons. Si dans cette vie-là je suis vraiment comme une quiche scientifique, j'ai certainement pas été un grand scientifique dans une vie antérieure. Donc on est toujours ce best-of parce que justement il y a ces mémoires qui reconstruisent nos corps à partir de ce qu'on a déjà été. Donc c'est encourageant parce que vraiment ça avance. Et puis en même temps, ils ont un côté tout à fait novateur, ces corps, parce qu'ils sont qualifiés par un rayon, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc voilà, il y a cette mémoire donc potentielle et puis il y a cette qualification à partir du rayon. Bon, ça avance. Naturellement, tout ça, je vous l'indique avec une espèce de temps. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, n'oubliez pas que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Et que tout ceci peut se faire, si j'ose dire, en même temps. Mais comment dire en même temps quand il n'y a pas de temps ? Bon, voilà, ça fait partie un petit peu des choses pas faciles à trouver. Mais tout ça, donc, se fait conjointement. Maintenant, les choses se précisent. Maintenant que tous les corps sont prêts, maintenant que vraiment donc, les moyens, les outils sont vraiment préparés, eh bien, il va falloir envisager les grandes lignes de la vie. Donc, quelles vont être les grandes lignes de la vie ? Et là, nous avons vu aussi la fois dernière qu'au moment de la mort, nous était présenté un tableau. Le tableau de rapport de cause à effet de tout ce que nous avons fait. On a vu que c'était tout à fait étonnant ce tableau et qu'on était confronté à cela, à savoir qu'on devait apprendre finalement dans notre vie à percevoir tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait pensé, tout ce qu'on avait dit et dont on n'avait absolument pas perçu les effets. Soit parce qu'on avait fait ça avec quelqu'un et que la personne était partie, soit qu'on ne s'était même pas rendu compte qu'on avait dit ça ou qu'on avait fait ça et que ça avait eu telle ou telle conséquence. Et d'un seul coup, on s'aperçoit de toutes les conséquences de tout ce que nous avons fait, dit, pensé. Il paraît que c'est assez impressionnant. On peut l'imaginer. Et à partir de ce tableau, et qu'on comprend un certain nombre de choses, et comme on l'avait vu, on comprend un certain nombre de problématiques qui ont surgi donc de la vie antérieure, je vous avais dit, on a trois choses à choisir.
On a donc 3 germes qui vont être aussi les germes de la future existence. On avait vu qu'il y avait d'abord le germe du milieu. Dans quel genre de milieu il serait intéressant de renaître étant donné ce qui s'est passé dans la vie précédente. Le deuxième germe, c'était par rapport au corps éthérique. On a vu c'était un petit peu quel est le genre d'énergie étant donné le chakra dominant par rapport donc à la vie précédente. Et le troisième germe, c'était un germe relationnel pour arriver à retrouver les gens avec lesquels je suis en contact, à retrouver donc des personnes avec lesquelles je dois poursuivre des relations, soit karmiquement, soit parce que c'est un groupe, soit parce qu'il y a des raisons donc de coopération à mettre en œuvre. Et donc, c'est là que ces 3 germes vont devoir maintenant opérer et progressivement dessiner les grandes lignes, les grands contours de la vie qui arrive maintenant. Je dis bien les grandes lignes, parce que les détails sont absolument inconnus et ne seront jamais fixés. Quelquefois, quand on se demande, oui, mais est-ce qu'on est libre? Parce que si tout est fixé d'avance, est-ce qu'on est libre? Oh oui, on est libre. On est parfaitement libre, simplement, si vous voulez, dans le cadre d'un grand processus global, fixé par l'âme, mais qu'on peut très très bien, en tant que personnalité, totalement ignorer. Et je crois que la plupart du temps, on est un peu à sourde oreille de ce que éventuellement l'âme a pu préparer, parce qu'on a envie de faire son truc à soi. Mais disons que les grandes lignes sont en tout cas dessinées, et le milieu dans lequel on va descendre, les gens qu'on va rencontrer, tout cela, oui, remarquablement dans la suite logique de ce que nous venons de vivre, donc juste avant, dans la vie précédente. Et puis, les choses se précisent. La famille, maintenant. Ah, intéressant. Naturellement, la famille aussi, là, ça peut être tout simplement, comme on va le voir tout à l'heure, pour des raisons tout à fait physiques, mais ça peut être aussi pour des raisons karmiques. Ce sont des gens avec lesquels on a déjà vécu des choses, dans lesquelles il faut qu'on revive des choses qu'on n'a pas fini de vivre, et donc il y a des choix qui peuvent extraordinairement être multiples par rapport aux choix des parents. Mais nous choisissons, effectivement, à un moment donné, nos parents. Bon. Vous allez me dire, eh ben, dis donc, j'ai du mal à choisir à un moment donné quelque part, où j'avais pas tous les éléments en main, où on m'a caché des choses au moment du choix. Donc, nous choisissons tout ça. Et c'est là que c'est intéressant, c'est de voir que maintenant presque tout est prêt. Et donc nous avons une âme qui est descendue, puisque maintenant elle est habillée avec un corps mental, un corps émotionnel, un corps éthérique. Donc il n'y a plus qu'une étape, c'est le corps physique dense, pour pouvoir arriver à la naissance. Mais tout est prêt. Tout est là. Et ça peut être un temps qui peut durer effectivement un certain temps. Pourquoi? Le temps que le corps physique se mette en place. Pendant ce temps-là, il peut même arriver que les parents ou les futurs parents ne se soient même pas encore rencontrés. C'est pour ça que c'est amusant d'imaginer que le futur enfant de ses parents se débrouille pour les faire se rencontrer le plus vite possible. Et leur donne l'idée de faire un enfant, parce que j'attends. Ça fait déjà un bon bout de temps. Donc, finalement, les derniers à être au courant qui font un enfant, c'est les parents. Et d'un seul coup, ils croient avoir une idée absolument stupide. Et si on faisait un enfant? Ah ouais, l'idée t'est venue? Ah oui, bah, moi aussi, bah, en même temps. Et l'âme qui est là, qui est derrière, bah, évidemment, depuis le temps que je vous le souffle, bon, on se dépêche. Et donc, ça va arriver, la conception va se réaliser. Et puis finalement, 9 mois de grossesse, et puis naissance, donc sur le plan physique. Vous me direz, est-ce que ça y est, on est enfin né? Oui, mais pas complètement. Par exemple, il faut bien savoir que ça va se poursuivre après dans le temps. L'âme ne va prendre possession du corps physique de l'enfant qu'à partir de l'âge de 7 ans. Possession complètement du corps astral, du corps émotionnel, qu'à partir de 14 ans. Et complètement possession du corps mental qu'à partir de 21 ans. C'est vous dire le fondu enchaîné depuis très très longtemps de tout ce processus de naissance, et même quand on est arrivé et qu'on est dans le corps physique, tous ces processus donc de possession de l'âme, du corps par l'âme, eh bien c'est des choses qui s'étirent donc aussi dans certaines années. Rien n'est fait d'un coup comme ça. À chaque fois, c'est tout un processus donc en longueur. Alors maintenant, voyons cela du point de vue de l'histoire des parents. Là, on a vu du point de vue de celui qui naît et qui renaît. Donc, dans l'histoire des parents, comme je viens de vous le dire, il y a quelque chose qui leur vient à un moment donné, c'est si on faisait un enfant. Donc, ils ont conçu un enfant. Qu'est-ce qu'ils amènent finalement à l'être qui va naître? C'est intéressant de voir que les parents n'amènent qu'une seule chose, le corps physique dense. Ils n'amènent qu'une seule chose, l'enveloppe. Tout le reste, comme je viens de vous l'expliquer, est préparé longtemps à l'avance.
Ça veut dire que la seule chose qu'amènent les parents, c'est juste un corps physique. Donc le bébé, quand il va naître, oui, il peut avoir effectivement les yeux de maman, il peut parfaitement avoir le nez de papa, mais c'est tout. En ce qui concerne l'intelligence, en ce qui concerne la sensibilité, en ce qui concerne l'harmonie, en ce qui concerne les dons, en ce qui concerne les tares, en ce qui concerne les défauts, il n'a rien du tout de ses parents. Comme je viens de vous le montrer, il amène tout de sa vie antérieure. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer d'imaginer, vous voyez, que les choses se passent comme ça. Donc, c'est vrai que intéressant parce que quelquefois, en tant que parent, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, pour avoir des enfants pareils, etc. Donc, c'est vrai que Einstein ne comptait absolument pas sur ses parents pour hériter de leur mental. Il s'est débrouillé tout seul. Il a amené ça d'une vie antérieure. Mais ça, c'est très important à concevoir parce que, vous voyez, c'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'il y a un principe d'hérédité. Et on croit que finalement, puisqu'il y a une hérédité physique, il y a forcément une hérédité astrale, une hérédité mentale, etc. Pas du tout. C'est pour ça que j'ai insisté pour vous montrer tout le processus de liaison. Comment justement tout ça, ça vient de cet ensemble et combien tout ça est remarquablement cohérent. Et que ce qui est en train de descendre là et ce qui va naître, c'est vraiment le bilan de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été pensé et organisé par rapport à une nouvelle mission. Et donc l'enfant, il amène tout avec lui, sauf le corps physique dense. Bon. Alors vous allez me dire, si les parents n'amènent que ça, c'est peut-être pas si important, donc finalement d'être parent, on peut peut-être faire des bébés éprouvettes. Finalement, faire rencontrer dans un tube, voilà, un spermatozoïde, un ovule, et puis... Non, non. non, je peux rassurer les parents, c'est quand même extrêmement important. Mais souvent, pas pour ce qu'on croit. Par exemple, le seul fait même d'apporter un corps physique, c'est extrêmement important parce que le corps physique, il va donner donc une capacité sensible. Le développement des sens, la sensibilité, la sensorialité, c'est vraiment aussi des éléments au départ qui sont physiques, même si, comme nous l'avons vu justement cette année, ça peut aller après beaucoup plus loin. Le cerveau appartient au corps physique. Et là aussi, il joue un rôle de décodeur extrêmement important par rapport au mental. Même si ce n'est pas lui qui pense, ce n'est pas lui les processus mentaux. Mais finalement, le décodage, la capacité de concrétiser les choses, le monde de la pensée, appartiennent au cerveau. Par conséquent, quelqu'un qui a une certaine évolution ne peut absolument pas s'incarner dans des parents qui n'ont aucune vibration subtile dans leur corps physique. Des parents qui n'ont jamais fait attention à ce qu'ils respiraient, ou à ce qu'ils mangeaient, ou à ce qu'ils vivaient, et qui ont finalement des corps relativement grossiers, vibratoirement parlant, eh bien, ne peuvent absolument pas faire venir un petit génie, tout simplement parce que le corps physique dont il hériterait l'handicaperait considérablement par rapport, justement, vous voyez, à la sensibilité ou par rapport au cerveau. Donc, c'est très important, c'est de voir que, là encore, le degré de sensibilité et de qualité que l'on peut amener donc, sur le corps physique va naturellement amener en incarnation avec tel ou tel parent de tel ou tel enfant. Et puis, deuxième point important, l'éducation. L'éducation, ça ne fait pas effectivement donc, les personnes, mais c'est un élément tellement important. Je vous ai souvent raconté l'histoire de la personne qui achète des bulbes de narcisse, des jonquilles, pour mettre sur son balcon, et puis qui achète un sac de terreau pour aller avec. On lui dit ça va bien pour les bulbes? Très très bien. Il met ses bulbes de narcisse dans son terreau, etc. Et ce qui pousse, waouh, c'est des tulipes. Et la personne se dit, ah, j'ai dû me tromper de terreau. L'éducation, c'est exactement ça. Vous avez beau donner l'éducation que vous voulez, l'enfant qui arrive avec tout son passé, vous ne le changerez pas. Vous n'arriverez pas à en faire quelque chose de complètement différent. L'éducation a ses limites. Par contre, le terreau, là où il est important, c'est pour aider le bulbe à développer ses meilleures potentialités. Et si le terreau est remarquable, vous allez voir un beau bulbe et des belles fleurs. Mais vous ne changerez pas un narcisse en tulipe. Et c'est la même chose pour les enfants. S'apercevoir que l'éducation que les parents peuvent donner est extrêmement importante pour arriver à développer le potentiel de l'enfant. Et là encore, les enfants choisissent leurs parents aussi par rapport à ça. Quelle éducation vais-je avoir? Qu'est-ce que je vais pouvoir avoir comme possibilité? Qu'est-ce qui va se passer? Alors vous allez me dire, mais quelquefois, il y a des enfants qui choisissent, qui arrivent dans des familles où ils sont très vite orphelins. L'âme le savait. Ça fait partie justement du challenge. Ça veut dire que l'âme savait que parfaitement, elle serait orpheline à tel ou tel âge et que ça fait partie du travail qu'elle avait à faire.
Oui, mais il y a des enfants qui naissent en Asie, par exemple, et qui sont adoptés par des foyers européens et qui passent tout le restant de leur vie en Europe. Là aussi, l'âme le savait, puisqu'elle connaît l'avenir. Et peut-être que ça fait partie justement d'un de ses choix. Naître avec un corps oriental, élevé dans un univers donc mental occidental, ce qui peut être une synthèse tout à fait intéressante et productive. Tout cela est mis en œuvre, il n'y a pas du tout de hasard. Donc l'éducation, le domaine éducatif que choisit l'âme aussi est de très grande importance, et là les parents ont tout à fait leur rôle. Et puis enfin, il y a un troisième point pour lequel les parents sont importants, c'est qu'ils vont servir de lieu de laboratoire dans lesquels une problématique fondamentale va se traiter. En effet, nous humains, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers de justes relations humaines, nous avons à faire face de plus en plus à des problèmes. Et ces problèmes, c'est vrai que nous avons à les résoudre au fur et à mesure de la vie. On pourrait dire peut-être qu'on va attendre d'être grand peut-être pour pouvoir résoudre ces problèmes. Ah non, non, pas du tout. C'est ce qui est très très bien, c'est que dès le départ, on va être mis vraiment dans quelque chose qui va nous permettre de travailler tout ça ensemble. La famille. En effet, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un couple, donc ce sont deux personnes qui se sont attirées parce qu'ils ont une mission à faire ensemble, une mission complémentaire, même si quelquefois ils l'ignorent, mais ils ont effectivement une mission à faire. Et dans cette mission, entre autres qualités complémentaires qu'ils ont également une problématique complémentaire. Ça veut dire qu'ils doivent traiter une des nombreuses problématiques auxquelles l'humanité doit faire face. Donc, par exemple, on va avoir une famille dans laquelle on traite le problème du pouvoir, ou le problème de l'avoir, ou le problème de la reconnaissance, ou le problème de l'autorité. Quel que soit le problème, vous voyez, qu'on peut avoir à traiter dans l'humanité. Vous allez me dire, mais dans toutes les familles? Dans toutes les familles. Mais, par exemple, quelqu'un pourrait se dire, moi je vois bien le problème de l'autorité, par exemple, par rapport à mon père, qui était très très autoritaire. Mais je ne vois pas du tout ça, ma mère. Ma mère était au contraire très 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 douce. C'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, dans un couple, le problème en question, il se traite d'une manière bipolaire. Ça veut dire que l'homme et la femme vont traiter le problème de manière totalement opposée, complémentaire. Mais c'est le même. Justement, si c'est le problème de la juste autorité, il y en a un qui va être trop autoritaire et l'autre pas du tout. Au contraire, beaucoup trop doux. Si c'est le problème de l'avoir et de la juste gestion des énergies, il y en a un qui va être grippe-sous, avoir. Il va être comme ça, avare. Et puis il y en a un autre, l'autre contraire, donnerait sa chemise. On pourrait dire, mais vraiment, c'est le jour et la nuit. Oui, oui, mais c'est la même problématique. Trop donner, pas assez donner. Trop s'affirmer, pas assez s'affirmer. Et donc c'est très intéressant d'arriver à voir, par rapport à sa propre famille, tiens, finalement, dans quelle famille suis-je arrivé? Et quel est le problème en question? Et si vous êtes à votre tour en couple, en famille, quel est le problème auquel vous avez donné naissance? Qu'est-ce que vous offrez comme traitement problématique donc à travers la vie que vous avez? Et donc ce qui est passionnant, c'est de voir que cette problématique, il n'y en a pas 36 000. Hein. On n'a jamais fait vraiment le tour de la question. Je crois qu'il y en a simplement 12, correspondant aux 12 énergies du zodiaque, qui sont 12 qualités fondamentales et qui ont donc leur revers, qui ont forcément 12 problématiques. Et c'est vrai que quand on parle comme ça à propos de ces problématiques, on retrouve très très souvent les mêmes. Donc c'est pour ça que je dis que s'il y en a 12 déjà, qu'on arrive à les regrouper sur 12 énergies, ça doit être à peu près le bout du monde. C'est pour vous montrer combien ce sont vraiment des choses fondamentales par rapport à l'humanité et combien nous avons tous à traiter cela et que nous avons à le faire de bonne heure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une âme qui s'incarne, vu tout ce qu'elle a fait, etc., elle sait parfaitement ce qui lui a posé difficulté dans la vie dernière. Elle sait parfaitement où qu'est-ce qui coinçait. Elle se dit, ça, il faut vraiment que je le résolve. Souvent, d'ailleurs, c'est symbolisé par la lune dans le thème. La lune et le problème familial sont souvent un petit peu conjoints. Et donc, il va falloir que je le résolve. Et donc, au moment de choisir les parents, au moment de choisir le milieu familial, elle va choisir des parents dans lesquels il y a ce problème qu'elle a elle-même à traiter. Alors, c'est quelque chose qui a été souvent mis en lumière avec la psychogénéalogie, dans laquelle on dit, on s'aperçoit qu'effectivement, en psychogénéalogie, il y a des gens qui héritent de la problématique de leurs parents, qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents. Et on arrive quelquefois à remonter comme ça sur des générations, jusqu'à 7 générations, où finalement, chaque génération hérite comme ça de la problématique précédente.
Oui, c'est intéressant de le voir comme ça. Mais ça a un petit problème. C'est que c'est remarquablement irresponsable. Vous vous rendez compte? Voilà. Ben, c'est vrai que je suis malhonnête. C'est vrai que je suis un peu voleur. C'est vrai que franchement, j'arrive pas à être honnête. Je suis toujours un peu roublard comme ça. Bon. Mais j'y peux rien. Je suis tombé dans une famille de malhonnêtes. Mon père et ma mère, ils sont comme ça. Et eux-mêmes, ils ne peuvent rien, parce que déjà, leurs grands-parents, je ne vous raconte pas, leurs grands-parents, c'était une bande de gangsters bien connue de l'époque. Et il paraît qu'eux-mêmes dépendaient de... Donc, vous voyez, si j'y peux rien, j'ai une longue lignée devant moi de gangsters, de malhonnêtes, etc. Donc, il me semble que je le suis un petit peu moins, mais c'est normal que je le suis. Responsabilité, zéro. C'est tout à fait autre chose de se dire, j'ai choisi de venir dans une telle famille, de manière à ce qu'elle me révèle une de mes problématiques à régler. La responsabilité totale. C'est pour ça, oui, c'est intéressant d'arriver à voir que non, on n'hérite de rien du tout à part le corps physique, même pas de cette problématique. Et si on descend dans une famille, c'est qu'on le fait exprès, de manière à ce que les parents nous servent de miroir révélateur de cette problématique à laquelle on participe. Et c'est passionnant parce qu'on va se retrouver finalement, si on est 2, 3, 4 enfants, on va se retrouver finalement dans un vase clos dans lequel tout le monde traite la même problématique, avec des caractères différents, avec des caractéristiques différentes, avec des points de vue différents, avec des apports différents. Autrement dit, la famille devient un endroit où une problématique humaine peut véritablement être traitée et résolue. Et c'est ça qui est assez récent. C'est que dès le départ, finalement, il y a quelque chose qui nous met déjà dans le bain. On a à dépasser un certain nombre de points pour pouvoir aller dans l'évolution. Et ça touche aussi bien les enfants que les parents. Et c'est là où l'éducation est complète. C'est là où, justement, le fait d'avoir des enfants, c'est souvent dit, eh bien, ça éduque aussi les parents. Souvent, on le dit par rapport à un certain nombre de choses à travailler, mais on le dit rarement par rapport à cette problématique. C'est que les enfants vont révéler la problématique aux parents, de même que les parents révèlent cette problématique aux enfants. Est-ce que ça se résout toujours? Non, pas toujours. C'est vrai que souvent, on n'en prend pas souvent conscience, en tout cas pas assez. Quand on en prend conscience, oui, ça se résout. Et à ce moment-là, c'est vrai que les choses changent. On peut le voir, par exemple, lorsqu'il y a des enfants qui ont un écart d'âge assez important. 10, 11 ans par exemple, on peut s'apercevoir que quelquefois ils ne viennent pas par rapport à la même problématique. Ça veut dire que les parents ont changé. Ils ont donc choisi ces parents pour une autre problématique qu'ils ont mis en cours de route. Parce que chaque fois que nous réglons une certaine problématique, ça nous laisse le champ libre pour en travailler une autre. Parce qu'il y en a des problèmes à travailler du point de vue humain pour arriver à l'harmonie complète. Donc à chaque fois qu'on en règle une, c'est vrai que ça nous permet de s'attaquer à une seconde et éventuellement des enfants viendraient par rapport à ça. On peut le voir aussi quelquefois avec des familles recomposées. Où on s'aperçoit que finalement, tiens, c'est pas exactement le même problème et les enfants n'utilisent pas exactement le même miroir. Voilà donc comment nous avons un rôle important en tant que parents, ne serait-ce que pour révéler toute cette histoire et travailler ça tous ensemble avec les enfants parce que justement c'est une manière pour nous d'avancer en tant qu'humanité et en tant que groupe. Alors donc c'est intéressant de voir comment nous résolvons ce problème et souvent la plupart du temps comme on n'arrive pas à le résoudre avec nos parents, la meilleure façon de le résoudre c'est de le reproduire intégralement dans son propre couple. Et donc, c'est ce dont on s'aperçoit rapidement, c'est que finalement, eh bien, dans son propre couple, à un moment donné, on réalise que je reproduis très exactement la problématique qu'il y avait entre mon père et ma mère. Bon, pas avec les mêmes rôles, ça peut même changer de sexe, etc., mais c'est la même. Et c'est vrai que là, par contre, on est obligé de le travailler parce que ça nous touche d'assez près. Mais c'est vrai qu'il y a quelquefois des gens qui ne travaillent pas du tout cette problématique. Et on retrouve donc, du coup, effectivement, des générations qui ont la même problématique parce que finalement, si moi je ne travaille pas cette problématique, si je ne la change pas, si je ne la transmute pas, mes propres enfants ou les âmes qui viennent par moi, par mes enfants, me choisissent parce que c'est la même problématique. Et si eux ne la travaillent pas non plus, leurs futurs enfants les choisiront parce que c'est toujours la même problématique. Donc il n'y a rien qui change. Mais vous voyez, il n'y a absolument aucun héritage de quoi que ce soit. Nous choisissons tout, tous les éléments. Et c'est ça que je voulais vous montrer donc ce soir, c'est combien depuis, à l'intérieur de ce carré, la richesse de notre choix. C'est nous qui vivons notre existence. Au moment de la mort, c'est nous qui choisissons les germes qui ont
qui ont vraiment marqué cette existence. C'est nous qui éliminons ou pas. C'est nous qui prenons du temps, au contraire, allons vite. C'est nous qui nous remettons ensuite en tant qu'âme, qui commençons à voir le futur. C'est nous qui choisissons notre mission en tant qu'âme, naturellement pas en tant que personnalité. C'est nous qui voyons ce qu'il faut vraiment réaliser, comment on prépare nos différents corps, comment on se prépare à cette nouvelle mission, quel est le milieu dans lequel on arrive et quelle est la problématique qu'on va traiter en arrivant avec les parents. Tout cela, c'est notre entière responsabilité. C'est pour ça que, vous voyez, on ne peut pas accuser notre carte de rayon, notre thème astrologique, le milieu dans lequel on est arrivé, on ne peut accuser rien. Nous sommes responsables de tout intégralement. Ça, oui, c'est vraiment cette cohérence d'ensemble qui est important à voir. Quand on parle, vous voyez, de continuité de vie et continuité de conscience, c'est pour vous faire prendre vraiment conscience combien c'est pas un vain mot, c'est pas creux, c'est vraiment une continuité de vie, une continuité de conscience à tous les niveaux, et que c'est impressionnant quand on en prend véritablement conscience. Ça vous montre combien notre vie s'intègre progressivement, comme une petite pièce de puzzle, dans un ensemble. Combien finalement dans cette histoire d'engagement pour la Terre, notre vie progressivement va toujours dans ce sens-là. Alors, que dire par rapport à cet engagement pour la Terre ? C'est vraiment important de traiter cet engagement pour la Terre parce que c'est vraiment nouveau. On peut dire que ça n'a pas plus d'un siècle. Dire que l'âme s'engage par rapport à la Terre, c'est tout à fait nouveau. En effet, avant, dans les religions, on parlait d'engagement pour le ciel, engagement pour l'âme, engagement pour Dieu, engagement pour le haut. Donc, et ça se fait encore maintenant. Dans les religions donc, du passé, que ce soit le bouddhisme, que ce soit donc, le christianisme ou d'autres religions, je prends simplement Orient et Occident, et c'est encore enseigné maintenant, finalement, nous partons de la personnalité, et nous, en tant que personnalité, à quoi devons-nous nous engager ? Vers le ciel, vers le nirvana, vers l'état de Bouddha, vers l'état de sainteté, vers le paradis. Et donc nous visons ce point-là. Et la terre, oubliez. C'est l'endroit du péché, c'est l'endroit de la difficulté, c'est l'endroit de ce qui nous freine, c'est l'endroit de ce que nous devons lâcher pour pouvoir viser le ciel. Bon, est-ce que c'était faux? Non. À cette époque-là, l'humanité était tellement reliée complètement en bas que c'était nécessaire de la dégager de cette gangue pour l'amener là. Mais maintenant que ça a été suffisamment fait, il est intéressant de prendre justement le processus inverse et de commencer à dire, parce que maintenant on peut commencer à le faire, on ne part plus simplement de la personnalité, on part en tant qu'âme, et nous en tant qu'âme, c'est quoi cette histoire? C'est un engagement par rapport à la Terre. Et donc si on a à s'engager, c'est maintenant par rapport à la réalisation de la Terre. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'à partir de là, on change complètement la dynamique. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental dans les esprits parce qu'on a encore gardé quelque peu cette histoire qui se répand souvent quand on dit qu'on fait une démarche spirituelle. Ah, oui, une démarche spirituelle. Toi qui planais déjà. C'est intéressant maintenant de mettre dans les esprits, dans le monde de l'éducation, qu'un engagement spirituel, c'est un engagement pour la Terre. C'est les âmes qui sont venues par rapport à la Terre et qui s'engagent par rapport à ça. Et que maintenant, le temps de s'occuper de soi, le temps de s'occuper du salut de son âme, il faut réaliser combien c'est de l'égoïsme spirituel. Pendant que je m'occupe du salut de mon âme, je ne m'occupe de rien d'autre. Et puis, si on réfléchit bien, ça veut dire quoi? Est-ce que l'âme est venue sur Terre pour simplement le plaisir de se révéler à elle-même? Ça n'a aucun sens. Donc le sens véritablement important maintenant à comprendre, c'est combien nous avons maintenant à véritablement nous engager. Et regardez comme ça peut changer beaucoup de choses, parce que l'engagement par rapport à la Terre, si on le voit de cette manière-là, c'est la fin des guerres de religion. Parce que vraiment, là, c'est complètement une autre perception des choses. C'est pas du tout une espèce de ma religion est meilleure ou mon Dieu est meilleur. C'est qu'on s'engage tous pour la même cause, et quelque chose sur laquelle on vit, qui est là. Qu'est-ce que c'est que cet engagement pour la Terre? Oh, ça c'est quelque chose qui date de très très longtemps. On en a parlé au mois de septembre, ou même peut-être au mois de juillet, je ne sais plus, quand on a parlé justement de notre capacité à pouvoir remonter en amont. D'où on vient? Qui sommes-nous fondamentalement? Et je vous disais que nous sommes un groupe d'étincelles divines, d'étincelles de grande vie, une. C'est difficile et les mots manquent à ce niveau-là parce qu'on ne le vit pas. Donc nous sommes vraiment une étincelle fondamentale, un esprit ou un pur esprit. Et qu'à ce niveau-là, nous sommes tous venus sur la Terre en demande à l'esprit de la Terre pour amener justement l'amour sur cette Terre. Donc c'est par rapport à un plan global que nous sommes venus donner un coup de main. Et nous nous sommes incarnés, nous faisons toute cette histoire d'incarnation et de mission de manière à réussir justement à amener cet amour sur Terre. Ce qui est un sacré défi.
Parce que l'amour, c'est ce que nous sommes fondamentalement. Nous sommes, en tant qu'esprit, nous sommes tous amour. Mais il faut arriver à l'amener jusque dans la matière la plus dense. Et c'est ça le défi. Comment réussir finalement à amener sur cette terre, donc pas simplement dans l'humanité, mais dans les animaux, les végétaux, les minéraux, et par conséquent dans la matière qui constitue toutes ces formes, comment amener la qualité d'amour? C'est ça le grand défi. Et nous, on est venus pour ça. Mais naturellement, c'est un engagement qu'on a pris en tant qu'esprit ou en tant qu'âme, mais qu'on a oublié depuis longtemps. Surtout si nous-mêmes ne connectons pas encore complètement consciemment l'âme, on a complètement oublié que nous sommes venus consciemment pour cette mission particulière. Je dis ça pour ceux qui ont l'impression d'avoir été poussés, ou qui ont l'impression qu'on les a obligés à venir, mais qu'eux, ils ne voulaient pas venir. Non, non. On a tous signé parfaitement consciemment, et on savait très très bien ce qui allait nous attendre, la difficulté qui nous attend. C'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'une espèce de sacrifice. Parce que du point de vue des esprits que nous sommes, s'alourdir de cette manière-là pour cette telle mission, ça n'est pas du tout évident. Donc la mission, elle est là. L'engagement pour la Terre, c'est l'engagement qu'on a pris dès le départ. C'est le plus vieil engagement qu'on ait pris tous ensemble. Amener la spiritualisation de la matière sur la planète Terre. C'est un engagement par rapport à ce qu'on pourrait appeler le bien commun. Ah, le bien commun, avec une majuscule. En effet, c'est intéressant de voir que, là encore, il n'est pas question simplement de chacun d'entre nous. Vous voyez, comme souvent, les religions ont mis l'accent sur le fait de réussir à se sauver soi-même. Comment chacun, on devait arriver à développer nos qualités, à éviter le péché. Et puis on avait des promesses super de paradis, éventuellement, ou si ça n'allait pas, d'enfer, ou de purgatoire, s'il fallait racheter des fautes. Quand on est dans le bien commun, on s'aperçoit que... Mais non, non. La direction, c'est pas d'avoir la bonne croyance, c'est pas d'avoir la bonne religion, c'est de se rendre compte que nous sommes tous engagés par rapport au bien de nous tous. C'est un travail en commun. Et le travail que chacun d'entre nous faisons profite à tous. Ce qui n'est pas toujours le cas, vous voyez, quand on voit dans la religion, où finalement le salut de mon âme, ce n'est pas forcément le salut du voisin. Là, c'est intéressant de voir que ça profite à tous. Ce que chacun d'entre nous fait, même si on ne s'en rend pas compte, même si on n'a pas des éléments de mesure, ça profite à l'ensemble, car nous sommes un ensemble, comme nous l'avons souvent mis en lumière. Et par conséquent, ce bien commun, c'est non seulement l'ensemble de l'humanité, mais c'est l'ensemble des règnes sur Terre. Ça veut dire que ce que nous devons viser maintenant dans cet engagement pour la Terre, c'est améliorer la notion de bien par rapport à tout ce qui vit sur Terre, aussi grand qu'on puisse l'imaginer. Tout ce qui vit sur Terre, même si on n'imagine pas que ça puisse vivre comme le règne minéral quelquefois. Minéral, végétal, animal, déva, qu'est-ce qui est le bien d'ensemble? Et c'est là où on peut voir combien, si nous avons vraiment sincèrement tous en vue le bien commun, c'est sûr qu'il n'y a pas de guerre de religion. On peut ne pas être d'accord sur les moyens, comment arriver à ce bien commun, mais certainement pas de là à se battre. Au contraire, ça va être une coopération extraordinaire si on a tous en vue comment développer ce bien pour l'ensemble, par rapport à l'ensemble. On pourrait comparer ça à un chantier. On pourrait imaginer que la planète Terre, finalement, c'est un gigantesque chantier sur lequel on doit construire l'amour. Bon. Et donc c'est un chantier en construction. Qui a conscience que c'est un chantier? A priori, comme ça, quand on regarde, on dit peu de personnes. En effet, dans tout ce degré d'involution, dans tout ce processus d'involution et d'ici du bas de la courbe, on pourrait dire qu'on ne perçoit absolument pas que c'est un chantier. On a beaucoup plus l'impression que finalement la Terre, c'est un terrain de jeu, ou c'est un terrain de guerre, ou c'est un terrain de pouvoir, ou c'est un terrain de confrontation, ou c'est un terrain de loisir. Bref, c'est tout ce que l'on veut, mais certainement pas un terrain sur lequel, finalement, on a amené quelque chose. On a plutôt l'impression que la Terre, c'est vraiment quelque chose qui doit nous amener un certain nombre de plaisirs, un certain nombre de rétributions, un certain nombre de... On parle de... Ça doit nous nourrir, ça doit nous faire vivre, ça doit nous amener des choses, ça doit nous faire plaisir, ça doit nous enchanter avec des paysages, etc. La Terre doit nous apporter sans arrêt des choses. Exactement le contraire du chantier, sur lequel on se dit, non, c'est à nous d'apporter toute une évolution à la Terre, et on est venu pour ça. Donc vous voyez, ça change complètement l'engagement qu'on peut avoir donc, par rapport à cette Terre. Mais c'est vrai que la plupart des humains se conduisent un peu comme des enfants sur ce chantier. Ça veut dire qu'ils ont inventé des jeux, ils ont inventé des rôles. Et donc c'est un immense jeu de rôle où chacun joue comme les enfants. Les enfants qui jouent à des jeux de rôle, ils jouent au papa, à la maman, au docteur, au secrétaire, au directeur, au plombier. Et ils jouent pour de vrai. Et ils y croient très fort. Ben nous, on est pareil. On y croit très très fort.
On a notre propre jeu de rôle, c'est ce qui organise notre propre vie, on s'est organisé comme ça, et on se trouve que c'est normal, et on veut absolument la réussir. On voudrait que notre rôle fonctionne bien jusqu'au bout, et qu'on soit à la fin fier de dire « j'ai bien rempli mon rôle ». Oui, c'est intéressant, mais c'est enfantin. Ça, on n'est pas prêt à l'entendre, parce que ça nous semble véritablement important. Bon, enfantin ne veut pas dire inutile. Enfantin, ça veut dire utile par rapport à une construction. Les enfants, quand ils jouent à ces jeux de rôle, c'est fondamental pour apprendre à se construire. Mais momentanément, ça n'est pas quelque chose qui véritablement, directement, va servir à la planète. Au contraire, on pourrait même dire que la plupart du temps, les humains qui ne se rendent pas compte que c'est un chantier, brisent le chantier, cassent le chantier, abîment le chantier, polluent le chantier. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin par rapport à ça. Et puis au fur et à mesure qu'on arrive à remonter vers la courbe et qu'on commence à prendre conscience justement d'autre chose, on se rend compte que oui, c'est un chantier et qu'on ne peut pas se conduire n'importe comment. C'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans les consciences en ce moment, qui n'était pas du tout il y a une cinquantaine d'années. Maintenant, on s'aperçoit qu'on vient dire on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas comme ça faire ce qu'on veut avec le climat, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec tous les processus donc, de pollution, etc. Donc on se rend compte que c'est un chantier et qu'on n'est pas là pour abîmer, on est là au contraire pour construire, pour amener quelque chose. Chacun est là pour amener quelque chose. Et c'est ça qui est important. Et donc comment chacun doit pouvoir amener sa petite pierre. Et c'est ça qui est fondamental. Naturellement, certains pourraient dire, moi je ne sais pas trop grand-chose moi, sur ce chantier finalement. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais ce que tu sens devoir faire pour le bien commun. Et vous voyez, cette idée du bien commun, ça doit être véritablement notre mot-clé qui résonne. Quand on est un petit peu perdu dans le quotidien, c'est quoi le bien commun? Qu'est-ce qui sert au mieux le bien commun? Le maximum de personnes, et pas le minimum. Ça change énormément de choses. Et on s'aperçoit que ça peut orienter complètement différemment notre façon de faire. Et donc, agir sur le chantier, c'est ça. Et puis progressivement, on prend de l'assurance. Progressivement, on se rend compte que c'est un chantier, on prend du recul. On devient finalement un peu plus connaissant de ce qui ressemble, de plans. On commence à percevoir, mais oui, il y a un plan d'ensemble, il y a un plan de globalité. Du coup, il y a des gens qui sont un peu plus au courant. Ce sont un petit peu des maîtres d'œuvre, ou ce sont des chefs de chantier, ou ce sont des gens qui cherchent un petit peu à avoir une vue de plus en plus globale. Jusqu'au moment où on peut supposer qu'il y a des gens qui sont vraiment dans une vision extraordinairement globale et qui savent exactement où il faut aller. Mais ils essayent juste d'inspirer ceux qui sont sur le chantier. Ils ne peuvent rien faire tout seuls. Alors souvent, on aurait tendance à se dire, oui, mais l'idée de plan, elle est très intéressante. On peut imaginer qu'il y a un plan de chantier. Mais si au moins on avait ce plan, si au moins ce plan, il nous était donné, si c'était clair. Et là, il y a une autre idée qui est tout à fait fondamentale, c'est que le plan, en tant que tel, il n'existe pas. Il y a un dessein fondamental, il y a un but fondamental, amener l'amour sur Terre. Mais le plan détaillé, c'est à nous de le faire. C'est à tous les gens de bonne volonté de le faire. C'est à tous les gens qui sont engagés qui font le plan. Parce que ça dépend de tellement de choses. Ça dépend des générations, ça dépend des gens qui sont disponibles, ça dépend des gens qui ont telle ou telle compétence, ça dépend du fait qu'à un moment donné, il y a tel groupe qui est sur Terre et qui peut faire avancer les choses de telle manière, mais que quand ils vont partir momentanément en retrait, il y aura tel autre groupe qui amènera ça. Et c'est finalement tout cet ensemble-là qui fait que ce plan, il se dessine au fur et à mesure par nos apports. C'est nous qui amenons progressivement la matérialisation du plan. C'est à nous de le mettre en place. Et donc c'est intéressant parce que vous voyez, à partir de là, ça gomme un peu l'histoire de « ouais, mais moi, je ne sais pas le plan ». Mais faisons-le ensemble. Pensons-le ensemble. Naturellement, il y a des erreurs. Naturellement, forcément, on se plante. Mais ce n'est pas grave. À travers ça, on apprend. Et à travers ça, si on garde toujours l'idée du bien commun, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Donc, on ne nous demande pas tout de suite d'être des chefs de chantier. On nous demande simplement de faire notre petite part de colibri. Quelquefois, vous voyez, on se demande, oui, mais moi, où est-ce que j'en suis au niveau spirituel? J'aimerais bien savoir, parce que sur cette courbe, c'est vague, mais moi, où est-ce que je me situe exactement? C'est intéressant que, par rapport à cette nouvelle façon de voir les choses, d'engagement pour la Terre, de se dire que l'engagement spirituel, l'avancement spirituel, il ne se mesure pas à ce qu'on sait, il ne se mesure pas à un certain nombre de pratiques, il ne se mesure pas à nos méditations, il ne se mesure pas à ce que l'on imagine comme étant un état spirituel. Il se mesure à ce qu'on amène à la planète. On dit que nulle personne ne progresse si elle n'amène quelque chose à l'ensemble. Nulle personne ne progresse si elle n'amène quelque chose à l'ensemble. Donc si j'amène rien à l'ensemble,
Ça veut dire que momentanément, je stagne, même si je sais plein de choses, même si spirituellement, j'ai l'impression d'avancer. Et donc la question fondamentale de l'engagement pour la Terre, elle est là. Qu'est-ce que nous amenons? Et je ne parle pas de compétences techniques, de compétences, moi je sais faire ça, moi je suis boulanger, moi je suis... non, je ne parle pas du tout de ces processus-là. Ça, c'est notre personnalité. Qu'est-ce qu'on amène subtilement, intérieurement, en tant qu'âme? En quoi est-ce qu'on fait progresser le bien commun du point de vue de l'amour, du point de vue de l'intelligence? En quoi est-ce qu'on fait progresser les choses dans les justes relations, dans l'harmonie? En quoi est-ce qu'on fait progresser les choses justement dans la fraternité, etc., etc. En quoi est-ce qu'on amène quelque chose comme ça au quotidien? Eh bien, c'est dans ce type de progrès-là, c'est plus on amène quelque chose de fondamental dans notre quotidien, plus on peut dire qu'on avance sur le sentier et sur le chantier, les deux termes étant finalement complètement conjoints. Ce qui est intéressant, c'est de voir combien, dans la jeune génération, c'est un état d'esprit qui est de plus en plus présent. On voit comment il est de plus en plus difficile de mobiliser la jeune génération pour des idéaux religieux et autres, rejoignons, et qui sont extraordinairement maintenant prêts à descendre dans la rue pour dire « on s'engage pour la Terre ». Ça, c'est un nouveau rayon, le rayon 7 à la place du rayon 6. On s'engage véritablement par rapport à la Terre. Et maintenant, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut aller de plus en plus dans ce sens-là par rapport à l'éducation, non seulement par rapport aux jeunes, ou ceux qui n'ont pas encore ce genre d'énergie, mais aussi par rapport aux adultes. Et se rendre compte qu'il faut absolument suivre ce mouvement-là. Maintenant, une démarche spirituelle, c'est cet engagement-là. Arrêtons de nous engager pour le ciel, engageons-nous pour la Terre. Alors on pourrait se dire, bah oui, c'est bien, alors les jeunes générations, tous les gens qui font ça, mais comment est-ce qu'on peut donner le goût de cet engagement pour les autres? Il y a plein de choses à faire. Mais ce soir, je voudrais simplement insister sur un point. On peut essayer de faire ça pour nous-mêmes et pour les autres grâce à l'émerveillement. L'émerveillement. Ah, le mot merveille, c'est une merveille. Merveille, ça a deux sens. Merveille, ça veut dire à la fois admirable et étonnant. D'ailleurs, quand on parle de Alice au pays des merveilles, c'est ce deuxième sens. C'est Alice au pays des choses étonnantes. C'est ça que ça voulait dire. Admirable et étonnant. Le mot étonnant, d'ailleurs, lui-même est très étonnant. Ça vient de tonnerre, coup de foudre. Quelque chose qui est un étonnement, c'est un coup de foudre, c'est un coup de tonnerre, c'est quelque chose qui nous réveille. Au cas où on serait un peu dans la léthargie, ouf, qu'est-ce qui se passe? Donc admirable et étonnant. Et troisième chose admirable du mot merveille, il vient d'une racine sanscrite qui veut dire sourire. Et quand on est dans l'état d'émerveillement, c'est exactement ce qui se passe. Il y a une ouverture physique qui correspond à une ouverture du cœur, quelque chose qui se fait, quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur. Wow. Il y a un émerveillement et il y a un sourire intérieur qui se dessine. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, il y a une expression en français qui dit « promettre monts et merveilles ». Promettre monts et merveilles. Alors, on comprend promettre des merveilles, mais pourquoi des montagnes? Pourquoi monts? Alors, il faut savoir qu'en français, mont, ça voulait simplement dire beaucoup. Et que promettre monts et merveilles, ça veut simplement dire promettre beaucoup de merveilles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est intéressant d'aller voir dans différentes langues comment c'est interprété. Et je voudrais simplement retenir la façon dont les Allemands le disent. En Allemagne, promettre monts et merveilles, c'est promettre le ciel sur la terre. Engagement du ciel pour la terre. Exactement tout ce que nous venons de dire depuis tout à l'heure. Donc, promettre monts et merveilles, en allemand, c'est promettre le ciel sur la terre. L'application, justement, des énergies du ciel par rapport à la terre. Ce qui est intéressant, c'est que cet émerveillement, c'est vraiment quelque chose qu'ont les enfants. Les enfants sont très, très naturellement émerveillés. C'est quelque chose, ils découvrent tellement de choses que, à chaque fois qu'on leur montre quelque chose d'un petit peu magique, c'est un émerveillement. Par contre, c'est quelque chose que nous, adultes, avec l'âge, on a un peu une tendance à perdre. En effet, on a vu tellement de choses, on a considéré tellement de choses. On dit, t'as vu un petit peu cette fleur? Bah oui, je la connais bien, je la vois tous les jours. Et puis t'as vu ce coucher de soleil? Bah oui, c'est souvent, c'est les couchers de soleil. Et puis t'as vu ça? Ah bah oui, ça c'est bien, c'est bien. Je dis pas que c'est mal, hein, non, mais je trouve ça chouette, mais l'émerveillement, non, ça va pas jusque-là. On perd un peu l'émerveillement. Or, l'émerveillement, c'est quelque chose qui se fait jour au fur et à mesure que nos sens quittent le domaine du formel. Comme nous l'avons étudié ce printemps, quand on passe avec l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, la vue,
au-delà des formes, au-delà des apparences, et qu'on commence à percevoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelle est la qualité qui s'exprime derrière. Derrière ce qui est né, derrière ce qui est incarné, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et c'est là où on perçoit ça. C'est pour ça que très certainement, les gens sont souvent émerveillés par rapport à un bébé. Parce que finalement, un bébé en soi, c'est pas forcément une forme jolie, bon voilà, c'est un bébé quoi. Mais il y a un émerveillement parce que on sent tellement ce qu'il y a derrière. On sent tellement tout ce qui arrive, tout ce qui se passe, tout ce que ça signifie, tout ce dont c'est porteur. Et l'émerveillement, il est là. Il est quand chacun de nos sens, on dépasse complètement le formel, on dépasse l'apparence, on dépasse la rose, on dépasse le paysage, on dépasse la personne que l'on voit, et on est émerveillé parce que on sent ce qu'il y a derrière, on perçoit ce qui est derrière. Et c'est ça qui est fondamental. L'émerveillement, pour nous, c'est notre capacité, vous voyez, à retrouver ce qu'il y a derrière les choses. C'est notre capacité, justement, à voir que derrière les choses qui sont quelquefois un peu tristes, un peu difficiles, quand on voit le quotidien, quand on voit les informations, on dit, dis donc, il n'y a pas de quoi s'émerveiller. Ah oui, si on en reste complètement scotché au monde des formes, et qu'on ne voit pas ce qui se passe derrière, oui, il pourrait y avoir de quoi quelquefois se désespérer. Mais si on a justement la capacité d'aller quelquefois derrière et de remonter ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe en conscience derrière, on s'aperçoit que ça progresse toujours. On y reviendra l'année prochaine, parce que l'année prochaine, justement, on mettra beaucoup le thème sur l'espoir ou le désespoir. Est-ce que l'humanité va au crash de la planète ou au contraire, on continue. Donc on parlera beaucoup justement de cette capacité qu'on a de s'émerveiller. Si on perd la capacité de s'émerveiller, il y a une espèce de réalisme de la forme, des apparences qui nous guette et qui nous fait considérablement tomber. Ça nous plombe considérablement parce qu'on est touché par ces formes qui nous ramènent complètement en bas. Si on garde cette capacité de s'émerveiller, d'aller trouver la qualité qu'il y a derrière, c'est notre capacité de voir que le monde progresse. C'est que finalement le monde d'amour et de lumière, il est en progrès derrière les apparences. Et c'est une véritable invitation à aller voir derrière ces apparences. À aller reconnaître là où progressent les relations humaines, là où progressent justement toutes les qualités qu'on peut voir, l'ingéniosité, l'intelligence, même pas forcément des qualités fondamentales, mais d'aller voir dans toute situation, dans toute personne, la petite lumière, le petit truc qui est là, et dire, waouh, c'est super. Et je vous dis, nous en tant qu'adultes, on le fait souvent avec les enfants. Ce qu'il a dit, à son âge, une réflexion comme ça, on s'émerveille. Mais quelquefois par rapport à d'autres adultes, ouais. Et c'est dommage. Et donc, c'est intéressant de retrouver complètement notre capacité à s'émerveiller, parce que c'est notre capacité de retrouver ce qu'il y a à l'arrière-plan des choses, pas rester justement à l'avant-plan. Et alors, en ce moment, on approche les fêtes de Noël. Vous savez que Noël, étymologiquement, ça veut dire simplement naissance. Donc c'est complètement raccord avec notre thème. On est dans la naissance. Noël, ça veut simplement dire la naissance de l'enfant Jésus. Bon, mais la naissance de l'enfant Jésus, c'est simplement un symbole. Ça veut dire que c'est le symbole de quelqu'un qui a une mission importante, qui naît et qui est parfaitement conscient de cette mission et qui va la réaliser. C'est donc là il faut réaliser que depuis tout ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, nous sommes tous des Jésus. Nous sommes tous des êtres fondamentaux, nous sommes tous des êtres absolument extraordinaires, nous sommes tous des êtres lumineux, nous sommes tous des êtres merveilleux. Et c'est ce que l'éducation doit nous enseigner. Et en tant qu'être lumineux et merveilleux, eh bien, nous nous incarnons parce que nous avons aussi une mission particulière. Oh, elle n'est peut-être pas encore au point de chef de chantier de celle de Jésus, mais ça n'en est pas moins important. Et donc, chaque fois que naît quelqu'un, c'est Noël. C'est une naissance fondamentale. Or, qu'est-ce que Noël symbolise? La fête de la lumière. La fête des lumières. C'est pour ça que dans les rues, partout, il y a des lumières. Or, regardez comme les enfants, et puis aussi souvent les adultes, quand il y a plein de lumières partout, on s'émerveille. C'est comme si toutes ces lumières étaient là pour nous rappeler l'émerveillement. L'émerveillement de la lumière qui s'incarne. L'émerveillement de la lumière qui est là. C'est comme si finalement toutes ces lumières étaient le symbole extérieur de nos propres lumières intérieures. À nous de découvrir l'émerveillement parce que nous sommes cette féerie de lumière. Il faut se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il faut aller le rechercher, il faut reprendre contact. Mais nous sommes cela. C'est pour ça que l'émerveillement, il est tellement important en méditation. Si en méditation, je ne m'émerveille pas au contact de l'âme que je suis, ben c'est que je ne suis peut-être pas vraiment en contact, ou que je suis blasé, ou il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut qu'à un moment donné, quand je touche la lumière, quand je touche l'amour, quand je touche une qualité, même si elle est toute petite,
Voilà, c'est se rappeler ce que l'on est fondamentalement. Et c'est merveilleux, c'est admirable, c'est étonnant, parce qu'au cas où on se serait endormi dans notre quotidien, « Ah, mais je suis âme, je suis lumière, je suis amour ». Et se rendre compte que voilà, ça nous réveille complètement. Et donc c'est fondamental d'arriver à percevoir combien ces lumières extérieures nous rappellent à la féerie de lumière que nous sommes à l'intérieur. Et si nous avions la capacité d'illuminer autant que ces lumières extérieures, vous imaginez toute la joie qu'on pourrait répandre. Et nous en sommes capables. Nous pouvons, chaque fois que nous avons ce rapport, nous pouvons le faire. Une des grandes merveilles, justement, de l'humanité, c'est sa capacité, même quelquefois dans des circonstances extrêmement difficiles, dans des circonstances très noires, d'arriver à pouvoir aller chercher sa propre lumière intérieure, survivre, et finalement dépasser ça, et que finalement la lumière finisse par vaincre les ténèbres et à illuminer autour de soi, quelles que soient les circonstances difficiles. C'est pas facile à faire, c'est un entraînement. Mais je vous promets pas monts et merveilles, tout de suite. Mais c'est vraiment quelque chose dont on est parfaitement capable. Nous sommes capables d'avoir cette illumination. Et c'est pour ça que notre gros travail, vous voyez, il est là. Comment est-ce que nous pouvons, chaque fois, se rendre compte que notre mission, c'est une mission de lumière, c'est une mission d'amour, et il faut que nous nous révélions à nous-mêmes pour ça. D'où l'importance, vous voyez, de cette fête de Noël. Donc on pourrait dire qu'effectivement, se rappeler que l'éducation à la lumière, l'éducation à la merveille, c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental parce que c'est ça que nous avons à faire sur cette terre, c'est rien d'autre. Alors, pour conclure, je voudrais vous résumer toute l'année. Vous avez encore 1 heure ? Parce que c'est vrai que les conférences se succèdent, et par rapport au thème de l'éducation, quelquefois on ne se rend pas compte de tout ce que nous avons pu voir et l'effet que ça fait. Nous avons donc commencé par voir que l'éducation était un processus universel, tous les règnes, et permanent, pas simplement pour les enfants. On a vu que l'éducation, c'était vraiment quelque chose qui devait s'organiser dans une solidarité, au sens grec du terme, solido. Ça veut dire un entier, indissociable, une globalité indissociable. Et qu'il fallait aussi bien se relier à la verticale qu'à l'horizontale. Éduquer à ces 2 directions. Puis nous avons vu que pour ce faire, il était vraiment important de développer les 5 sens, de ne pas s'arrêter aux 5 sens sur le plan physique, mais de les développer sur le plan sensible, sur le plan mental, sur les plans spirituels, etc. Et donc nous avons passé les sens les uns après les autres pour montrer l'extraordinaire richesse de ces outils que nous avons là en permanence et qui nous permettent justement de retrouver continuellement les merveilles que nous sommes et que sont les autres. Et puis nous nous sommes attaqués au 6e sens, le mental, en voyant combien dans l'éducation c'était très important d'apprendre à penser, d'apprendre à philosopher, les enfants et nous-mêmes. Puis nous avons vu qu'il était important également d'éduquer en amont. D'où viennent les événements, d'où viennent les choses, d'où venons-nous nous-mêmes, qui sommes-nous fondamentalement. Éduquer à penser en amont, à être sensible à ce qui se passe en amont. Nous avons vu que c'était vraiment extrêmement important. Et que pour ce faire, l'éducation à la méditation, aussi bien pour les enfants que pour nous, qui nous permet de remonter donc dans cet amont et qui nous permet de trouver de quoi il est question. Laquelle méditation nous a amené tout de suite à essayer de voir, du point de vue de l'éducation des adultes, ça veut dire quoi pour nous. Nous avons abordé la question des initiations et comment à la première, 2e et 3e initiation se dessinait tout un sentier d'évolution par rapport à l'humanité. Et que ce sentier d'évolution, c'était vraiment un engagement pour la Terre. Mais pour ça, pour qu'il y ait cet engagement pour la Terre, encore faut-il qu'il y ait continuité de vie et continuité de conscience. Et donc éduquer à cette continuité de vie et continuité de conscience dans l'optique de l'engagement pour la Terre, c'est ce que nous avons fait les 2 dernières fois à travers le processus de la mort et le processus des renaissances. Voilà, toute l'année, dans un gigantesque processus d'éducation, il y a de quoi faire. Je vous propose une méditation.